Les verres en cristal scintillaient sous la lumière du lustre de la salle à manger. L'odeur du jambon affiné se mêlait au parfum coûteux de ma belle-mère, Marie-Thérèse. Tout, dans cette maison de Neuilly-sur-Seine, respirait l'opulence, du sol en marbre clair aux tableaux originaux accrochés au mur. J'étais assise au bout de la table. Comme toujours. Mon mari, Nicolas, trônait à la place d'honneur, juste à côté de sa mère. À ma droite, une chaise vide. Personne ne souhaitait jamais s'y asseoir. C'était le dîner mensuel de la famille Moreau, une tradition que j'avais appris à supporter en silence depuis 3 ans de mariage. « Tu ne goûtes pas le vin, Lucie ?» demanda Marie-Thérèse avec ce sourire condescendant qu'elle maîtrisait si bien. « Ah bien sûr, j'imagine que tu n'es pas habitué à des crus de cette qualité. C'est un grand Bordeaux, au cas où tu te poserais la question. » Je hochai légèrement la tête et pris une gorgée. Le vin était excellent. Mais je ne fis aucun commentaire. Depuis des mois, je ne participais plus aux conversations pendant ces repas. À quoi bon? Tout ce que je disais était décortiqué, critiqué ou simplement ignoré. Maman a raison, intervint Nicolas sans même me regarder. Tu devrais être reconnaissante d'avoir été acceptée dans cette famille. Peu de gens ont accès à ce niveau de vie. Ma belle-sœur Sandrine étouffa un petit rire en découpant sa viande. Son mari, Stéphane, me regardait avec un mélange de pitié et de mépris. Tous connaissaient mon histoire. Ou plutôt la version que Nicolas racontait, une simple employée administrative, sans vraie famille, sauvée d'une existence médiocre par un homme généreux. J'y ai réfléchi, reprit Marie-Thérèse en s'essuyant délicatement les lèvres. Peut-être que Lucie pourrait t'aider pour le ménage. Après tout, elle ne travaille pas, elle ne contribue à rien à l'économie familiale. Elle pourrait au moins se rendre utile. Le silence fut écrasant. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je baissai simplement les yeux vers mon assiette, où le filet de bœuf refroidissait intact. J'avais appris que toute tentative de défense ne faisait qu'aggraver l'humiliation. Excellente idée, maman, approuva Nicolas. Elle commencera demain. Ça lui apprendra la valeur du travail. À cet instant, le téléphone de Nicolas vibra sur la table. 1 fois. 2 fois. 3 messages d'affilée. Il fronça les sourcils. Qui écrit à cette heure-ci? Demanda Marie-Thérèse. La banque, répondit-il d'une voix étrange. Son visage se décomposa en lisant l'écran. D'autres messages arrivèrent. Le téléphone n'arrêtait plus de vibrer. Je vis ses mains trembler légèrement. Stéphane se pencha pour lire par-dessus son épaule. Merde, murmura-t-il. Nicolas? Tu m'inquiètes, dit Marie-Thérèse en reposant ses couverts. Mon mari se leva brusquement, manquant de renverser son verre. Je dois passer un appel. Nous l'entendîmes depuis le couloir. Sa voix montait, de plus en plus nerveuse. Je restai immobile. Je savais exactement ce qui se passait. J'avais attendu ce moment pendant longtemps. Il revint quelques minutes plus tard. Son visage était passé du blanc au rouge vif. Il serrait son téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. Les comptes, balbutia-t-il. Tous les comptes sont bloqués. Quoi? S'écria Marie-Thérèse en se levant. Toutes les banques. Il y a une ordonnance judiciaire. Tous les avoirs liés à. Il s'arrêta. Me regarda enfin, pour la première fois de la soirée. Lucie Moreau sont gelés. Le silence devint absolu. Je posai doucement ma serviette et me levai. Que as-tu fait? Cria Nicolas en m'attrapant le bras. Je me dégageai calmement. Je n'ai rien fait. J'ai simplement récupéré ce qui m'appartient. Je souris. Pour la première fois depuis des mois. Un sourire sincère. Libérateur. Tu y croyais vraiment? Demandai-je doucement. Après 3 ans, tu ne t'es jamais demandé d'où venait l'argent? Les téléphones se mirent à sonner autour de la table. L'appartement de Passy est sous saisie. La maison aussi. Le monde des Moreau s'effondrait en temps réel. Tout était à ton nom, murmura Nicolas. Exactement, confirmai-je. J'ai simplement cessé de maintenir votre illusion. Marie-Thérèse tenta de se jeter sur moi, mais Stéphane la retint. Tu n'étais personne. Cria-t-elle.
Je l'étais, avant d'hériter de l'entreprise de mon père, répondis-je calmement. Romero et Associés. L'une des plus grandes sociétés de conseil immobilier d'Île-de-France. Les regards changèrent. Ils savaient. Tout le monde connaissait ce nom. Je leur expliquai tout. Les cartes de crédit. Les voitures. Les appartements. Les vêtements. Tout sortait de mon argent. Il n'y a jamais eu d'amour ici, conclus-je. Seulement la cupidité et le mépris. Le téléphone de Nicolas sonna à nouveau. Il pâlit. Lucie a engagé une procédure de divorce. Sans contrat de mariage, tout retourne à sa propriétaire légale. Il me regarda, vidé. Cette nuit, dis-je. Vous avez 2 heures pour partir. Je montai à l'étage, fis ma valise. Quand je redescendis, Nicolas était assis sur les marches. Pourquoi ? Demanda-t-il sans me regarder. Parce que je voulais croire en toi, répondis-je. Jusqu'au jour où je suis devenu invisible. Je sortis. Cette nuit-là, je dormis dans un hôtel près des Champs-Élysées. Paris brillait sous mes yeux. Mon Paris. Celui où j'avais grandi. Celui où j'avais bâti mon empire. Celui où j'avais enfin retrouvé ma dignité. Le lendemain matin, mon assistante m'informa que la maison avait été vidée dans les temps. Nicolas, Marie-Thérèse, Sandrine et Stéphane étaient partis avant la tombée de la nuit, n'emportant que l'essentiel. Marie-Thérèse avait dû appeler une cousine éloignée en banlieue nord pour être hébergée temporairement. L'ironie était parfaite. Elle qui se vantait sans cesse de ses relations et de son rang social n'avait pas un seul véritable ami prêt à lui tendre la main. Les semaines suivantes furent un tourbillon de procédures juridiques. Le divorce fut accéléré par l'infidélité évidente de Nicolas, que mon détective privé avait documenté avec une précision implacable. Il s'avéra que ces prétendues réunions professionnelles incluaient des rendez-vous réguliers avec un mannequin étranger qui, elle aussi, croyait qu'il était riche. Marie-Thérèse dut vendre les rares bijoux authentiques qui lui restaient pour payer le loyer d'un petit appartement. Sandrine et Stéphane se séparèrent lorsqu'il la rendit responsable de la chute des Moreau. Leur appartement fut vendu aux enchères pour une fraction de sa valeur. Nicolas considéra un temps la possibilité de travailler, mais son curriculum vide et sa réputation ruinée ne jouaient pas en sa faveur. La dernière fois que j'entendis parler de lui, il vivait chez un ami en périphérie et travaillait comme commercial. Moi, j'avançais. Romero et Associés continua de croître. Nous ouvrîmes de nouveaux bureaux. Mon visage apparut dans la presse économique comme l'une des entrepreneurs les plus influentes de moins de 40 ans. Un jour, je croisai Marie-Thérèse par hasard dans un grand magasin du centre-ville. Elle poussait un chariot rempli de produits basiques, vêtue de vêtements qui avaient connu de meilleurs jours. Lorsqu'elle me vit, elle pâlit. « Lucie, murmura-t-elle. »« Marie-Thérèse, répondis-je poliment. Elle déglutit. Je voulais m'excuser. Si j'avais su qui tu étais, je t'aurais traité différemment. Je la regardai calmement. Non. Vous auriez seulement respecté mon argent, pas ma personne. Et c'est toute la différence. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai tout perdu. Pas tout, la corrigeai-je. Vous avez perdu des choses matérielles. Mais il vous reste l'opportunité d'apprendre. De comprendre que le respect ne s'achète pas. Je repris mon chemin sans attendre sa réponse. Ce soir-là, je dînai seul dans mon appartement. Un lieu plus modeste que l'ancienne maison, mais infiniment plus vrai. Je portais un toast à la femme que j'avais été et à celle que j'étais devenue. Aux années de silence qui m'avaient appris la valeur de ma voix. Aux humiliations qui avaient révélé ma force. Et surtout, au jour où j'avais cessé d'attendre que les autres me donnent le respect que je pouvais me donner moi-même. Parce qu'au fond, la meilleure revanche n'avait pas été de leur retirer l'argent. C'était de me retrouver. Si vous êtes encore là, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous gardé le silence pour préserver une paix qui n'existait déjà plus? Combien de fois avez-vous accepté le manque de respect en pensant que l'amour, la famille ou la loyauté justifiaient tout? Pendant longtemps, j'ai cru que supporter faisait de moi une bonne épouse. Que me taire me rendait digne. Que donner sans compter finirait par être reconnu. Je me trompais. Le respect n'est pas une faveur. Il n'est pas conditionné à ce que vous apportez financièrement, socialement ou matériellement.
Il commence là où vous décidez de ne plus accepter d'être rabaissé. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai compris une chose essentielle. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la capacité de partir quand on n'est plus considéré. Dans le courage de se choisir, même quand cela fait peur. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a rappelé quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, vous n'êtes pas seul. Parfois, dire assez est l'acte le plus fort que l'on puisse poser. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous le méritez.